national. À l'agenda présidentiel, il faut noter une audience. Le chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est en effet entretenu avec une délégation du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, section du Niger. Jocelyne Amoussou et Lawel Yahya. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires a été créé en 2003. La section du Niger à Niamey est venue présenter ses civilités au président de la République, Mohamed Bazoum. Ce réseau panafricain entend appuyer les différentes politiques de développement par des actions communes et efficaces. Nous avons tenu à rencontrer le président de la République pour le saluer, le féliciter, n'est-ce pas, de lui dire notre objectif qui est d'abord l'Assemblée générale très bientôt de notre réseau et aussi lui soumettre quelques doléances. Et nous avons parlé bien sûr des problèmes sociaux tels que l'éducation, l'insécurité, la santé. Et le président a prêté une oreille vraiment attentive. Nous le remercions infiniment parce que c'est aussi une première dans l'histoire du Niger qu'un réseau des femmes ministres et parlementaires soit reçu par le président de la République. C'est une première. Et nous sommes disposés en tant que réseau à le soutenir dans ses actions de développement du pays. Nous sommes disposés de faire la sensibilisation également de notre population, n'est-ce pas, et de tout ce qui va toucher, par exemple, la famille, les bonnes pratiques, etc. Le réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires, section du Niger, est accompagné par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Alaouri Aminata Zourkaleni. Le lycée Issa Korombe de Niamey a donc servi de cadre ce matin au lancement des épreuves écrites du baccalauréat session 2022. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'Enseignement supérieur en présence de ses homologues en charge de l'éducation et de plusieurs autres personnalités. Nafisa Badamassi et Souleymane Wali. Pour cette session 2022, ils sont au total 86 830 candidats répartis dans plus de 200 centres à faire face aux épreuves. En lançant officiellement l'examen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le gouverneur de la région de Niamey et la vice-présidente de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halsia ont prodigué des sages conseils aux candidats. Nous avons procédé à l'ouverture de la première enveloppe. Nous avons distribué les premières épreuves et nous avons rappelé aux jeunes candidats que leur avenir est d'abord entre leurs mains, qu'il faut d'abord se faire confiance en soi-même, il faut rester serein et croire qu'avec la préparation faite, avec le programme exécuté, avec l'assiduité, tout est possible. Chacun peut réussir par la grâce de Dieu. Faut-il le rappeler, l'année scolaire 2021-2022 n'a connu aucune perturbation majeure, d'où l'attente des résultats positifs de la part des autorités. Nous souhaitons que pour une fois, le Niger sorte des misérables 35% dont nous satisfaisons chaque année. Un système éducatif qui ne peut pas produire plus de 84% est un système éducatif défaillant. Il faut, à partir de cette année, avec la quiétude que le président de la République nous a permis d'obtenir sur le front social, avec les enseignants chercheurs et tout le monde, même les étudiants et les élèves, il faudrait que nous puissions revenir à une école normale, une école totalement normalisée qui va produire des résultats acceptables. Quand nous aurons atteint la barre de 84% de l'UNESCO, nous pourrons dire que notre système éducatif est performant. Il faut noter que toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de ces examens. Bonne chance donc à tous les candidats de la session 2022. Voilà, en fin d'édition, vous aurez les échos du lancement du bac 2022 dans les autres régions. Le gouverneur de la région de Maradi a visité ce matin la devanture du complexe douanier et le village de Danja où les inondations ont endommagé la route nationale 9. Le point avec Sandana Tahi et Nassirona Kakale.
Suite aux fortes précipitations enregistrées dans la ville de Maradi, au niveau du site du complexe douanier en construction, deux problèmes majeurs. D'abord celui de la déviation pour contourner un cassis non conventionnel qui entraîne la chute des camions gros porteurs. Le deuxième problème est relatif à un phénomène de ravinement par les eaux provenant des anciens lits des mares remblayés pour servir du site de construction de ce complexe. Ce phénomène constitue aujourd'hui une grave menace pour la route et les habitations riveraines. Enfin, à Daïja, Garin Issa, ces fortes précipitations ont provoqué des érosions sur les accotements de la route Daïssa RDI et même la chaussée est très menacée. Donc déjà les travaux sont presque à la fin, On dit que c'est résolu. Au niveau de la douane, il va falloir donc vraiment les raser et les quelques trous qui sont devant là, les remblayer. Parce que pour accéder à ce genre de cassettes, quand tu es trop chargé, c'est pas facile. Le phénomène de l'avènement, la douane, elle est en train de réfléchir sur ça. En visitant ces lieux, le gouverneur-chef Aboubakar, qu'accompagne le président du conseil régional Lawali Mala Moussa, le président du conseil de ville Murtala Pakachatou et les responsables des forces de défense et de sécurité est allé s'enquérir de l'ampleur de ces phénomènes. Il a instruit les services compétents à vite remédier à ces problèmes pour épargner des vies humaines. Pour sa part, le gouverneur de la région de Dosso était ce matin à Tombobolei, dans le département de Bingaouré, pour constater l'évolution des eaux ayant coupé la route nationale numéro 1 sur l'axe Niamey-Dosso. Des détails avec Manuel Hachido et Habibou Bakou. Depuis quelques années, la route nationale numéro 1, notamment au point kilométrique 82 en provenance de Niamey, qui est à l'entrée du village de Tombobele dans le département de Boboy, est confrontée à des dommages dus aux fortes précipitations. Cette visite du gouverneur de la région de Dosso sur les lieux vise surtout de s'enquérir de l'évolution de la situation et de voir, dans la mesure du possible, les solutions urgentes à envisager. Le gouvernement a pris toutes les dispositions pour entreprendre les travaux d'urgence pour rétablir la circulation sur cet axe combien important pour notre pays. Comme mesure d'urgence, nous avons demandé au Conseil départemental de sécurité de placer 2 barrières de chaque côté pour vraiment arrêter les usagers en cas de crue. Je voudrais appeler les usagers au respect des consignes pour prendre la voie de contournement qui a été aménagée en attendant la fin des travaux. Selon le directeur régional de l'équipement de Dosso, des mesures urgentes sont en cours afin de faciliter l'écoulement des eaux. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est des travaux d'urgence. Donc, sur l'ouverture, là où il y a stagnation d'eau, dans le sens de l'écoulement de l'affluent du Dalol, nous allons faire des tranchées pour pouvoir évacuer l'eau. Mais cette eau continue jusqu'au radier de Harkanasoula où il y a la déviation. Ça veut dire après ces travaux de tranchées au niveau de ces remblais, nous allons aller déboucher au niveau du radier et continuer le débouchage de telle sorte qu'on va diminuer l'eau à chaque arrivée d'écoulement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'écoulement des eaux sur la chaussée. Mais on va assurer le minimum du trafic sur cette section. En attendant des solutions pérennes, les usagers de cette route doivent donc respecter les mesures de prudence et de sécurité. Tout autre chose à présent, 100 véhicules militaires de marque Kia KM450, c'est le nombre d'engins dont l'État vient de doter les forces armées nigériennes. Ce matin, le ministre de la Défense nationale s'est rendu à la direction centrale du matériel des forces armées nigériennes pour la réception de ces véhicules acquis sur fonds propres de l'État. Abdelkarim Mambarmou et Mohamed Soumana. Conçus spécialement pour la guerre avec une qualité à s'adapter à toutes sortes de terrains, ces véhicules Kia militaires s'imposent de nos jours comme le premier choix pour dominer les combats. Et c'est pour mieux équiper les forces armées nigériennes que l'État du Niger, sur fonds propres, a commandé ces 100 véhicules Kia KM450. Des véhicules que le ministre de la Défense nationale, qu'accompagne le chef d'état-major des armées, est allé réceptionner. À cette occasion, d'amples explications lui ont été données par le fournisseur. L'avantage de ces véhicules, c'est vraiment des véhicules robustes, tout-terrain et vraiment entièrement militarisés, comme on le dit. Donc on voit, ils peuvent prendre jusqu'à 2,5 tonnes et ils sont adaptés à tous les terrains. On a eu l'honneur d'accueillir le ministre de la Défense avec le chef d'état-major, venir visiter le matériel nouvellement acquis. Donc ce qui vraiment témoigne de la volonté de nos autorités à soutenir davantage les forces armées nigériennes.
L'acquisition de ces véhicules militaires témoigne une fois de plus l'engagement de l'État du Niger à doter notre armée en équipement militaire pour mieux combattre les forces du mal et défendre l'intégrité du territoire national. Niamey abrite depuis ce matin et ce jusqu'au 22 juillet le forum de l'innovation sur les villages intelligents. Il est placé sous le thème « La technologie au service du développement à travers le covoiturage du développement ». C'est le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information qui a procédé à l'ouverture des travaux. Issaka Issa et Hawa Maman. La technologie au service du développement à travers le covoiturage de développement, c'est le thème retenu pour cette première édition du Forum de l'innovation sur les villages intelligents. Une initiative qui vise le développement du Niger en s'appuyant sur l'accès à l'information et la connaissance des jeunes. La mise en œuvre des villages intelligents repose essentiellement sur l'accompagnement des partenaires tels que la Banque mondiale, l'Union internationale des télécommunications ou encore l'Alliance Smart Africa. Cette approche transversale et multisectorielle que nous proposons permettra d'une part de réduire significativement la fracture numérique entre nos villes et nos villages, mais surtout d'autre part mettra la technologie et l'innovation au service du développement en facilitant l'accès aux services de base de façon pérenne à la majeure partie de notre population. Le village intelligent ne consiste pas simplement à amener une connexion dans nos cités. Il ambitionne à être la porte d'entrée du développement rural à travers la mutualisation et la coordination des programmes de développement afin de créer la synergie nécessaire pour pérenniser les investissements. Cela passe, entre autres, par l'accélération de la transformation du monde rural, par le développement des infrastructures et des services de télécommunication accessibles à tous sur l'ensemble du territoire. Ceci dans le cadre du volet connectivité du programme Village Intelligent. En organisant ce forum, l'Agence nationale pour la société de l'information ANSSI accomplit l'une de ses missions, à savoir l'accompagnement dans l'atteinte des objectifs de développement, notamment à travers la transformation de la société nigérienne en une société numérique. Je suis heureux de constater que le programme Village Intelligent est en cohérence avec les engagements de la déclaration de politique générale du gouvernement qui tire son essence du programme de naissance Acte 3 du président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Dans un monde toujours plus connecté, le digital devient la norme, une composante indispensable et attendue de l'offre de services dans tous les domaines d'activité. De ce fait, nous n'avons plus le choix, nous digitaliser ou disparaître. Pour notre part, nous avons fait le choix de nous digitaliser. Car aujourd'hui, il n'est pas de secteur qui échappe à la digitalisation. Le gouvernement attend de ces travaux des réponses appropriées aux questions essentielles de l'offre des services en milieu rural, a dit le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information avant de déclarer ouvert le forum de l'innovation sur les villages intelligents. Le ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, était samedi dernier dans le département de Tintabaraden. Tijani Abdelkadiri est allé visiter les promoteurs privés de la zone avant de présider une rencontre avec les éleveurs de l'Azawak, Sahabi Oumarou et Malik Abdraman. Sur l'impulsion du président de la République, l'élevage connaît des réformes en vue de la modernisation de ce secteur. Parmi ces réformes, on peut noter le développement des initiatives privées. C'est dans ce cadre que le ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, Tidjane Abdelkadri, s'est rendu dans le nord de la région de Tawa pour encourager ces initiatives porteuses d'espoir pour notre élevage. Cette vaste étendue verte qui donne l'impression d'être sur les rives du fleuve Niger n'est en réalité qu'un champ de luzerne qui se trouve en pleine zone pastorale à Al-Manzal, à plus de 100 km au nord-est de Tintabaraden. C'est l'œuvre du président directeur général de Amana Agro, Sid Ahmed Oumar, qui a décidé de créer des agropoles dans toutes les régions du pays, spécialisés dans la production, la transformation et la commercialisation d'aliments bétail. Les changements climatiques observés ces dernières années à l'échelle de la planète, couplés à la démographie galopante, sont autant de facteurs contraignants et incompatibles avec nos pratiques traditionnelles dans ces domaines. Cette réflexion nous a amenés à prendre des dispositifs au sein du groupe Amana en expérimentant l'élevage intensif à travers une de nos filiales dénommée Amana Agro.
Ce site a pour objectif principal d'apporter une solution au manque d'aliments de bétail auquel les éleveurs font face chaque année et d'accroître la résilience face aux problèmes récurrents qu'ils rencontrent liés aux aléas climatiques. D'une superficie de 30 hectares, Amana Agro de Almanzal a démarré ses activités en 2018 avec 300 emplois directs et indirects et produit 1200 tonnes de luzerne par an, très nutritive pour le bétail. L'agropole dispose aussi des pivots d'irrigation modernes. C'est ce vaste domaine que le ministre de l'Agriculture est allé visiter et encourager ses promoteurs pour ce genre d'initiative. Nous sommes venus voir cette initiative de production fourragère sur ce site, département de Tintabaraden, parce que, comme vous le savez, l'un des défis auxquels notre élevage fait face, c'est la question de l'alimentation. Une année sur deux, nous sommes en déficit fourrager. Les cultures fourragères est un des axes sur lesquels on pourrait travailler pour améliorer cette alimentation. Et ce promoteur, effectivement, a pris de l'avant. Nous sommes sur un site aujourd'hui où vous le constatez, la luzerne est en train d'être cultivée. Cette initiative est une des initiatives vraiment à saluer. Nous sommes donc venus voir de visu et nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Toujours à Almanzal, le ministre de l'Agriculture, porte-parole du gouvernement, a visité un site de production de sorgho fourragé qui donne 25 tonnes à l'hectare. À Azelit, le ministre Tidjane Abdelkadri a eu une rencontre d'échange avec les éleveurs, hommes et femmes de Tintabaraden. Il a été question des problèmes que rencontre le secteur de l'élevage dans l'Azawak, premier réservoir de bétail de notre pays. Cela dit, le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce 18 juillet la journée mondiale Nelson Mandela à travers le réseau Progrès et Développement Humanitaire au Niger, qui a organisé des activités culturelles et sportives à l'intention des détenus de la maison d'arrêt de Niamey. L'événement, qui commémore la contribution du premier président anti-apartheid à la promotion d'une culture de paix, s'est déroulé en présence du gouverneur de la région de Niamey et du secrétaire général du ministère de la Justice, Gérard Abdelaziz et Hamidou Abdoulaye. Chaque citoyen du monde est appelé tous les 18 juillet à consacrer symboliquement 67 minutes de son temps à une œuvre au service de la collectivité en mémoire des 67 années que Mandela a vouées à sa lutte pour la justice sociale, l'égalité, la réconciliation et la diversité culturelle. C'est à cet exercice voulu par la Journée internationale de Nelson Mandela qui s'est attelé ce lundi après-midi le réseau Progrès et Développement Humanitaire du Niger, ReproDev, en organisant des activités culturelles et sportives à la maison d'arrêt de Niamey, car la journée est surtout dédiée aux détenus. Le premier quartier de la maison d'arrêt de Niamey est construit en 1947 pour une capacité d'accueil de 350 places. Avec l'évolution du temps et le poids démographique, et pour tenir compte de la nécessité de mieux protéger les droits des détenus, deux annexes ont vu le jour. Un quartier des mineurs construit en 1998 sur financement de l'UNICEF pour une capacité de 60 places. Ensuite, le quartier des femmes construit en 2007 sur financement de la coopération canadienne pour une capacité de 45 places. Ces trois quartiers de la maison d'arrêt de Niamey, qui totalisent une capacité de 455 places, compte à ce jour un effectif global de 1876 détenus, dont 71 femmes, 1720 hommes, 79 mineurs garçons et enfin 6 mineurs filles. Cette situation préoccupe à plus d'un titre le ministère de la Justice. La journée internationale qui est célébrée aujourd'hui est donc aussi une interpellation des acteurs que nous sommes, magistrats, surtout, de veiller à ce que les procédures judiciaires soient dans leur traitement accéléré, de manière à ce que les détenus soient fixés sur leur sort. Il n'est pas compréhensible que de cette population carcérale, il n'en est que moins du tiers qui est le statut de condamné prévenu. La politique pénitentiaire et de réinsertion initiée par les autorités vise justement à faire changer la donne à la grande satisfaction du ReproDev. Il n'est pas de notre tradition de faire des éloges
Mais le devoir nous marque, en tant qu'organisation de défense des droits humains, de rappeler et de féliciter le gouvernement du Niger, l'État du Niger tout entier, qui depuis quelques années a fait une avancée significative dans le domaine de la modernisation des maisons d'arrêt. En témoigne l'effort fourni par le représentant de la CNDH Niger, Mathieu El Hadj Moussa, du ministère de la Justice, au gouvernement et au président de la République, aujourd'hui pour faire assouplir toutes les restrictions de Kout-Kalé, qui est devenue aussi une maison d'arrêt moderne. Félicitations, messieurs les membres du gouvernement. Pour les efforts consentis dans ce cadre par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ikta Mohamed, le Reprodev lui a décerné une distinction. En lançant les activités prévues dans le cadre de cette journée, le rapporteur général de la CNDH, Insa Garba, a réitéré la volonté et la détermination de son institution à, entre autres, améliorer les conditions de détention dans les maisons d'arrêt au Niger. La célébration de cette journée a consisté d'abord à l'organisation depuis un mois entre les mineurs détenus d'un jeu concours de lecture qui a atteint son épilogue avec la présente remise de prix aux 3 lauréats, dont la première est une fille. Les invités ont ensuite eu droit à une visite des stands reflétant les différentes formations dispensées aux détenus, électronique, plomberie ou encore peinture. Toujours à cette occasion, la bibliothèque de la maison d'arrêt de Niamey a vu ses capacités renforcées grâce à des dons du Reprodev, du SINAFEN, de la Coalition mondiale contre la peine de mort, du CCFN Jean Rouch et du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Pour clôturer le tout en beauté, place a été donnée aux mineurs détenus pour une rencontre de football qui s'est soldée par le score de 2 buts à 0 en faveur des Rouges. Le syndicat national des agents des impôts SNAI a tenu hier un congrès extraordinaire à Niamey, congrès au cours duquel les textes fondamentaux du syndicat ont été amendés et adoptés, mais aussi le bureau exécutif national et la commission de contrôle administratif et financier ont vu leurs membres renouvelés. Chatoubawa et Abdoulaye Ali. 3 mois après la suspension des travaux de leur 10e congrès ordinaire de Tawa pour incompréhension, les militants du syndicat national des agents des impôts SNAI tiennent ce présent congrès extraordinaire pour mettre à jour leur structure syndicale. Ainsi, au cours de nos assises, nous aurons donc à amender les statuts et le règlement intérieur du SNAI, à élire un nouveau bureau exécutif national et une nouvelle commission de contrôle administratif et financier. Mandat syndical 2022-2025, Inch'Allah. À l'issue d'un débat critique, démocratique et constructif qui a prévalu au cours de ce congrès extraordinaire, un bureau exécutif national de 17 membres a été installé. C'est désormais Abbas Mahaman Faladou Mouktari qui conduira la destinée du SNAI, secondé par 16 autres membres. Pour la commission de contrôle administratif et financier, Lamine Konaté et son nouveau coordonnateur, il sera secondé dans cette tâche par 2 autres membres. Le secrétaire général élu du SNAI s'est réjoui de la confiance placée sur sa modeste personne par les délégués. Les mots me manquent pour m'exprimer devant vous. Vous venez de m'honorer en portant votre choix sur ma modeste personne. Ce choix m'interpelle puisque je dois m'y mettre à mener un grand combat afin d'améliorer significativement les conditions de vie et de travail des militantes et militants du SNAI. La Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, centrale d'affiliation du SNAI, félicite les nouveaux membres et s'engage pour la défense des intérêts de leurs collègues. La CDTN, par ma voix, rassure le nouveau bureau exécutif élu de sa disponibilité pour les accompagner pour toutes les actions qu'ils auraient à entreprendre pour le bien-être des militantes et militants du SNAI. Pour le directeur général des impôts, c'est l'occasion de féliciter le syndicat pour la réussite du congrès, mais aussi de rappeler ses attentes vis-à-vis de ces nouveaux membres pour le rayonnement de leur institution commune. Le secrétaire général adjoint du ministère des Finances, en clôturant les travaux, a aussi félicité et encouragé les membres du bureau élus. Il a par ailleurs réitéré la disponibilité du ministère quant à la prise en compte des recommandations du bureau. Au nom du gouvernement, je félicite encore une fois de plus les membres du SNAI tout en leur souhaitant courage et plein succès dans l'exécution de leur mandat, mais aussi en les exhortant à accomplir leur mission avec dévouement et désintéressement. Quant à vos doléances, je sais qu'à la sortie des présentes assises, vous êtes suffisamment galvanisés
pour vous atteler à leur aboutissement. À ce propos d'ailleurs, sachez d'ores et déjà que vous avez le soutien des autorités du ministère des Finances qui, au demeurant, accorderont le moment opportun toute l'attention requise à vos préoccupations en vue de leur trouver des solutions satisfaisantes. Il est important de noter que plusieurs décisions ont été prises lors de ce congrès extraordinaire, dont, entre autres, la réaffirmation d'affiliation du SNAI à la CDTN, l'investissement des membres du nouveau bureau exécutif national et de la commission de contrôle administratif et financier à prendre service dès aujourd'hui, lundi 18 juillet 2022, mais aussi le mandat donné au bureau pour l'élaboration d'une plateforme revendicative et de la transmettre aux autorités de tutelle. Et comme annoncé, voyons à présent les échos du lancement des épreuves écrites du baccalauréat session 2022 dans nos différentes régions. Bonne réception et surtout bonne soirée. Accompagné par les autorités régionales au premier rang desquelles le gouverneur de la région d'Ottawa, le ministre de l'élevage porte-parole du gouvernement, Abdulkader Tijani, a effectué tôt ce matin à Ottawa le déplacement du lycée Agaba qui abrite les jurys 1 et 3 pour d'une part constater de visu la bonne organisation des épreuves écrites du baccalauréat session 2022 et d'autre part encourager et souhaiter bonne chance aux candidats. Cette année, vous avez eu la chance d'avoir une année assez normale. Il n'y a pas eu beaucoup de perturbations. Et je sais également que certainement les épreuves qui vous seront soumises seront à votre hauteur. Le gouvernement souhaite des examens propres, juste, sans aucune irrégularité. Nous vous invitons donc à vous concentrer sur votre capacité intrinsèque. Nous aimerions également attirer l'attention du jury, des encadreurs, des surveillants, pour que ces examens soient une référence cette année. Je souhaite bonne chance à toutes et à tous. En effet, à Ottawa, ils sont au total 8834 candidats, dont 2676 filles et 6158 garçons, répartis dans 23 centres au titre de la région. Toutes les dispositions ont été prises par les autorités compétentes pour l'organisation des examens propres, notant enfin que la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées ne ménage aucun effort en ce sens. Pour ce qui est de la session 2022 du baccalauréat, la région d'Agadez compte 4354 candidats, toutes séries confondues, parmi lesquelles l'on dénombre 2047 filles. Les différentes autorités locales se sont succédées au niveau du jury 1, 6 au CS, Djermakoy d'Agadez, pour adresser de sages conseils aux candidats qui tentent par cette occasion de décrocher le précieux sésame du premier diplôme universitaire. Après avoir brandi l'enveloppe hermétiquement fermée et scellée à la cire, le secrétaire général du gouvernorat d'Agadez, Tahir Adam, devait, en compagnie des autorités locales, leur distribuer la première épreuve de français, juste avant de nous signaler ceci. Vraiment, c'est un sentiment de satisfaction, même si quelque part il y a quelques dysfonctionnements qui seront bientôt pris en charge, n'est-ce pas, par les différents jurys qui sont sur place. Nous avons retrouvé les jeunes gens très calmes et toutes les dispositions sont prises en amont, n'est-ce pas, pour sécuriser ces examens. Donc nous osons espérer que nos jeunes gens vont composer dans de très bonnes conditions. Il est à préciser que c'est l'OBEX qui organise le bac sur toute l'étendue du territoire national et que pour des raisons de transparence, d'équité et de lutte, tout comme de dissuasion de toute forme de fraude, elle a été mise à contribution à Alcia. C'est le jury numéro 3 logé dans l'enceinte du lycée technologique de Difa qui a servi de cadre au lancement officiel des épreuves du baccalauréat au titre de la session de juillet 2022 au compte de la région de Difa. En effet, ces candidats au nombre de 345 à toutes catégories et toutes spécialités confondues, repartis dans 8 salles d'examen, ont tantôt ce matin reçu la visite du secrétaire général de la région de Difa, M. Ambali Bouaï, à la tête d'une forte délégation composée du premier vice-président du conseil régional, des autorités administratives et communales,
des cadres régionaux en charge de l'enseignement tous cycles confondus et des représentants des parents d'élèves. Monsieur Ambaliboy, qui a donc en cette heureuse circonstance procédé à l'ouverture de l'enveloppe scellée à la cire contenant la première épreuve de cet examen que le français a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils à l'ensemble des candidats. Conseils allant dans le sens de la concentration et la confiance en soi-même afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce message est relayé par le premier vice-président du conseil régional, M. Arimi Mustafa, et les représentants des parents d'élèves, a dans l'ensemble permis aux candidats de cerner le sens qui doit les guider. En somme, ces épreuves que les candidats de DIFA viennent d'entamer avec sérénité se poursuivent normalement dans l'ensemble des centres. Au niveau de DIFA, nous avons jusqu'à 2031 candidats au titre de la région. Ces 2031 sont repartis en 999 filles et en 1032 garçons. Il y a 6 jurys au niveau de la région, dont 3 au niveau du chef-lieu de région. Donc jury 1 de DIFA, jury 2 et jury 3. Ensuite, nous avons les 3 autres qui sont repartis à Ngingimi, Maine et Goudmaria. À noter que pour assurer la réussite de cet examen au niveau de la région de DIFA, cette année encore, l'État n'a pas lésiné sur les moyens au plan matériel et technique. Au niveau de la région de Dosso, ils sont au total 9 623 candidats, dont 3 580 filles, soit 37,2%, et 6 043 garçons, soit 62,8%. Parmi ces 9 623 candidats, on dénombre 8 186 officiels, 5 735 du public, 2 451 du privé et 1 437 candidats libres. En donnant le coup d'envoi au niveau du jury numéro 6, logé dans l'enceinte du CS de Dosso, qui compte 410 candidats, le commissaire de la ATSIA a demandé aux candidats de bannir toute forme de fraude. J'aimerais tout simplement souhaiter bonne chance aux candidats et surtout attirer leur attention de ne compter que sur leurs propres efforts. Il faut rester calme, concentrez-vous et prenez donc le temps de bien lire les sujets pour bien les comprendre. Procédant à l'ouverture de l'enveloppe contenant la première épreuve, le gouverneur de la région de Dosso n'a pas failli à la tradition, celle de prodiguer des conseils aux candidats. C'est le lieu vraiment de réitérer nos souhaits de bonne chance. Nous sommes ici parce que nous tenons à votre réussite. Nous avons des attentes envers vous. C'est qu'il y ait un fort taux de réussite. Le gouvernement a pris toutes les dispositions, conformément aux fermes instructions du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, pour que les examens et concours soient organisés dans la plus grande transparence. Signalons qu'au niveau du CS de Dosso, où sont logés les jurys numéros 5 et 6, aucun problème n'a été signalé. À Maradi, morale haut, courage et optimisme certain. C'est dans cet esprit que les 15 465 candidats, dont 4 979 filles, ont débuté ce matin cette course pour l'obtention du baccalauréat, ce diplôme qui leur ouvre la voie aux études universitaires. Ces candidats sont répartis dans 36 jurys et 26 centres, dont le numéro 1 situé au lycée d'Ambaskori, LDB, où le gouverneur Cheb Aboubakar a ouvert la première enveloppe contenant l'épreuve de français. Je vous demande de compter sur vos propres efforts. Nous souhaitons vraiment en tant qu'autorité que cet examen soit propre. Et c'est pour cette raison, je demande à l'ensemble des acteurs, les jurys, les surveillants, l'ensemble des parties prenantes venues ici, la ALSIA, pour que cet examen soit bien suivi et qu'il soit propre. Il s'est enfin réjoui de l'accalmie qui a prévalu tout au long de l'année académique, ainsi que des conditions matérielles créées par les plus hautes autorités pour permettre le bon déroulement de ces examens. Il est à noter que le gouverneur Cheb Aboubakar est accompagné dans ce déplacement par le président du conseil régional Laolima Moussa, du président du conseil de ville Murtala Pakachatou, des autorités académiques et responsables des forces de défense et de sécurité.
Ils sont cette année 7471 candidats, toutes séries confondues, au titre de la région de Tillabéri, dont 3087 filles, à se présenter aux épreuves écrites du baccalauréat session de 2022. C'est le gouverneur de la région, avec à ses côtés ses plus proches collaborateurs et les responsables des forces de défense et de sécurité qui en a donné le coup d'envoi, en présence notamment des membres de la Halsia, en ouvrant la première enveloppe scellée à la cire contenant l'épreuve de français à 8h00. Le gouverneur Diori Draman n'a pas dérogé à la règle en leur prodiguant des conseils tout en leur souhaitant bonne chance. Nous sommes là d'abord pour vous encourager et aussi vous souhaiter bonne chance. Sûrement le conseil que j'ai à vous donner, évitez surtout les mauvaises pratiques qui pourront vraiment vous compromettre. Donc comptez sur vous-même, vous serez à la hauteur de tout ce qu'il va amener. Et je vous souhaite bonne chance. La représentante de la Halsia n'a pas manqué de rappeler aux candidats que l'État tient à des examens propres et crédibles. La Halsia vous souhaite bonne chance et vous appelle à bien vous comporter. Comportez-vous bien. La Halsia est avec vous pour vous encourager, pour vous amener à être des bons citoyens, pour obtenir votre bac. Nous souhaitons un bac propre. Selon le président du jury numéro 3, Dr Ousmane Toudou, toutes les dispositions ont été prises pour une bonne réussite de ces examens. A signalé que tous les acteurs concourant au bon déroulement de ces examens du baccalauréat 2022 sont mobilisés. C'est aux environs de 7h55 ce matin que le gouverneur de la région de Zander, qu'accompagne l'ensemble des acteurs en charge de l'éducation, les responsables des forces de défense et de sécurité et les représentants de Halsia, s'est rendu au lycée Amadou Kourandaga afin de donner le coup d'envoi de ces examens du baccalauréat session 2022 au titre de la région de Zander. Ainsi, après avoir ouvert l'enveloppe scellée à la cire contenant les épreuves de français, Lawala Amadou Madougou a saisi cette opportunité pour prodiguer des conseils à tous les candidats pour un baccalauréat sain et propre. Donc c'est un pan très important dans votre vie. Donc j'en appelle vraiment au sens des responsabilités de tout le monde et de tous ceux qui sont impliqués pour la bonne réussite de ces épreuves de baccalauréat. Après le lycée Amadou Kourandaga, le premier responsable de la région et la délégation qui l'accompagne se sont rendus au lycée professionnel Niger-Algérie pour constater de visu le déroulement de ces examens du bac professionnel et technique et souhaiter par la même occasion bonne chance aux candidats. Pour leur part, les représentants des associations des parents d'élèves et des syndicats se sont réjouis des dispositions prises par les autorités de la 7e République, au premier chef le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, pour un bon déroulement de ces examens sur l'ensemble du territoire national. Il est à noter que la région de Zander compte un effectif de 8534 candidats